Une machine très puissante, c'est très gênant. Ça peut atteindre plusieurs 120, 130 décibels. Et on doit donc protéger les oreilles de nos patients ou volontaires. Et puis si vous voulez étudier la musique ou étudier l'audition, vous voyez que ça pose problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images qui sont d'une précision extraordinaire? Eh bien sûr, détecter des lésions. Vous voyez que même si vous n'êtes pas médecin, vous devinez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce malade ici. Ici, c'est une artère qui s'est bouchée. Et ceci se traduit par le fait que les molécules d'eau, à cet endroit-là, ont du mal à circuler, à diffuser. Donc toujours l'eau. Tout le long de mon exposé, ce qu'on voit, c'est l'eau. L'examen est anodin et on peut l'utiliser aussi chez la femme enceinte pour voir le fœtus. Donc ça, c'est un travail de recherche qui est fait actuellement avec l'hôpital Necker. Et l'objectif, c'est de voir comment le cerveau se construit. En effet, je vous ai dit que les neurones étaient à la périphérie, mais au départ, les neurones sont surtout au centre du cerveau. Ils vont migrer vers la périphérie et au fur et à mesure, le cerveau va se plisser de plus en plus pour prendre l'aspect des côtes bretonnes dont je parlais au début de l'exposé. Donc, à 27 semaines de grossesse, voilà un cerveau de fœtus, vous voyez qu'il est tout plat et tout lisse. Il n'est pas plat, il est lisse. Et à 32 semaines, on voit déjà apparaître ces plissements. Alors grâce à l'informatique, on peut extraire virtuellement le cerveau du fœtus en train de se construire et le regarder sous tous les angles, voir donc si éventuellement il y a des anomalies qui apparaissent, ou sur le plan scientifique, voir comment le cerveau donc se plisse, à quel endroit ça commence, et toutes les anomalies qui s'en suivent. Tout ça, c'est l'anatomie. Mais vous voyez qu'avec l'anatomie, on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Comment faire maintenant l'étude de la fonction? Eh bien, on a plusieurs méthodes possibles. Encore une fois, aujourd'hui, je parlerai de l'imagerie par résonance magnétique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres approches possibles. Tout d'abord, l'électroencéphalographie, une variante qui s'appelle la magnétoencéphalographie. Ici, on s'intéresse aux courants électriques qui sont produits par les neurones quand ils se parlent entre eux. Je vous ai dit qu'ils échangeaient de l'information. Eh bien, pendant qu'ils font tout cela, ils émettent des petits signaux électriques qu'il est possible de recueillir. On peut s'intéresser à la chimie du cerveau par ce qu'on appelle la caméra à émission de positons, donc je ne parlerai pas ce soir, mais c'est une méthode qui utilise la radioactivité et qui permet de voir au sein du cerveau, par exemple, ici, les endroits où vont se loger les molécules de dopamine, par exemple. Vous savez, dans la maladie de Parkinson, il y a des anomalies de neurotransmetteurs, et on peut donc étudier si ces neurotransmetteurs sont en quantité normale, anormale, où ils vont se fixer, etc. L'imagerie par résonance magnétique, elle, s'intéresse plutôt à la physique du cerveau, et donc on va décliner ça tout de suite. Donc, je sais faire des images de l'anatomie du cerveau, me montrant avec une grande précision ce qui est dans le cerveau. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand dans une région donnée, j'ai une activation en cours. Eh bien, pour cela, on va utiliser un principe qui est quand même relativement ancien, qui a été décrit par Roy et Sherrington en 1896, qui est qu'il y a un couplage entre l'activation du cerveau local, le métabolisme et le débit sanguin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme vous le savez sans doute, le cerveau, il n'est pas tout seul, il est irrigué par un très grand nombre de vaisseaux. Eh bien, si cette région-là se met à travailler, imaginez que ce soit la région liée au langage, bon là je suis en train de parler, donc ça doit s'activer pas mal. Donc cette région-là va fonctionner un peu plus que les autres, et localement, il va y avoir plus de sang qui va arriver. Voilà, donc c'est le principe qu'on va utiliser. Vous voyez que c'est vraiment basique. Sachez quand même qu'on ne sait toujours pas exactement pourquoi il y a une augmentation du débit sanguin dans la région activée, et surtout comment ça se passe. Il y a des théories, mais on n'a pas encore compris vraiment ce qui se passe. Peu importe, donc j'ai été un peu trop vite, si on sait faire des images qui sont sensibles au débit sanguin, on sait faire des images du cerveau qui est en train de travailler. Donc imaginez, ça c'est une image IRM, c'est réel, un volontaire est en train de regarder un stimulus visuel. Eh bien, cette image-là est sensible au changement de débit sanguin dans sa tête, et on voit qu'à l'arrière de son cerveau, le débit sanguin a changé, parce que ce sont les régions qui sont sensibles à la vision. Donc voilà le principe général. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment est-ce que l'on fait? Eh bien là, on a affaire à un miracle, encore de la nature, qui repose sur l'hémoglobine. Vous savez que dans le sang, vous avez des globules rouges, et ils sont rouges parce qu'ils contiennent un pigment qui s'appelle l'hémoglobine. Eh bien, ce pigment, chance extraordinaire pour nous qui faisons de la résonance magnétique, contient un atome de fer.
Qui dit fer, qui dit aimant, tout de suite on pense qu'il va se passer quelque chose. Eh bien effectivement cet atome de fer va peut-être s'aimanter ou se désaimanter dans des circonstances particulières. Alors en fait ce que l'on sait, c'est que l'oxygène qui vient par les poumons va se lier à la molécule d'hémoglobine, l'ensemble va circuler dans le sang, arriver dans le cerveau, et là l'hémoglobine va relarguer le fer pour l'oxygène pour le cerveau. Eh bien, ce qui a été montré en physique, c'est que l'hémoglobine, quand elle a perdu l'atome d'oxygène, peut se transformer en un tout petit aimant, microscopique. Donc, imaginez la région qui est en train, une région quelconque du cerveau dans laquelle circulent des petits globules rouges, avec de l'hémoglobine qui a perdu son oxygène. Eh bien, à cause de ces petits aimants, le champ magnétique va être perturbé. On n'a plus les lignes droites de tout à l'heure, maintenant on a des distorsions, et les molécules d'eau qui servent à faire vos images autour vont se sentir gênées. Elles vont trouver que le champ magnétique n'est pas normal, et elles vont vous le dire, le signal, je rentre pas dans les détails bien sûr, le signal va changer. Donc voilà comment on est capable de détecter ce qui se passe dans le cerveau. Dans une région activée, vous avez plus de sang qui arrive, et parce qu'il y a plus de sang qui arrive, l'aimantation locale va changer. Alors on va passer maintenant aux exemples. On va commencer par quelque chose de très simple, qui est la vision. Quand on regarde devant soi, les images se projettent à l'arrière du cerveau, sur la rétine. De là, ça part par les nerfs optiques. Il y a un relais dans une structure qu'on appelle le corps genoyer latéral. Ça arrive au fond du cerveau, dans les régions de réception visuelle. Et de là, ça va repartir vers l'avant. C'est comme ça que vous pouvez vous dire, j'ai reconnu ma grand-mère. C'est ce qu'on dit classiquement. Voilà. Alors quand on fait une expérience d'IRM fonctionnelle, on va mettre quelqu'un dans l'aimant et on va faire des coupes de son cerveau et mesurer donc les variations de signal liées à l'hémoglobine. Eh bien, dans ce cas particulier, vous voyez qu'il y a à l'arrière du cerveau une région qui s'est activée, qui correspond donc à ces aires ici. Notez bien aussi qu'on est capable de voir ici, les tout petits points rouges, les relais. Donc oui, la sensibilité de la méthode, elle est très très grande sur le plan anatomique, on est capable de voir des détails très fins. Donc vous allez voir, c'est une méthode fantastique, qui a fait faire beaucoup de progrès, mais je n'en parlerai plus après. Notez tout de suite que c'est quand même pas la méthode encore parfaite. En effet, j'ai représenté dans ce petit rectangle la fenêtre de stimulation. Donc au temps 0, j'envoie la lumière devant les yeux de mon volontaire, et à 4 secondes, j'arrête. Eh bien, la réponse que j'observe en termes de débit sanguin, liée avec l'hémoglobine ici, vous voyez qu'elle est complètement décalée. Elle commence un peu en retard et elle finit en retard. Il est clair que le cerveau ne travaille pas à cette vitesse. On serait écrasé dès qu'on traverse la route, comme ça. Donc le cerveau travaille beaucoup plus vite, mais on ne voit pas le cerveau fonctionner directement. Ce qu'on voit, c'est quelque chose d'indirect, qui est le fait qu'il y a plus de sang qui va arriver. Donc dans une région qui est activée, par un mécanisme inconnu, il va y avoir une demande, donnez-moi plus de sang parce que je suis en train de travailler. Bon, le temps que ça se fasse, ça prend 1 ou 2 secondes, et puis à l'arrêt, donc c'est pareil, le cerveau dit, ça y est, j'ai assez, ben, il faut un petit peu de temps pour que ça descende. Vous voyez donc, c'est une méthode qui va très très bien marcher, mais qui a cette limitation. Alors, ça c'est très simple, c'est des expériences qui ont été faites, que j'ai faites il y a une dizaine d'années, juste pour montrer qu'on pouvait pour la première fois voir en direct le cerveau travailler sans rien faire. Autrement dit, la personne est dans l'aimant, juste à regarder de la lumière, on lui injecte rien, il n'y a pas de radioactivité, absolument rien, et vous pouvez détecter dans les régions visuelles qu'il se passe quelque chose. Alors on a voulu faire mieux, maintenant on a voulu voir ce qui se passe quand on pense. Et donc, ce sont des expériences d'imagerie mentale, et ces expériences que j'ai réalisées une dizaine d'années aussi, avaient pour but de montrer que cette région du cerveau, qui sert à voir, qui est une projection du monde visuel, autrement dit, ce que je vois en haut, ça va en bas, ce que je vois en bas, ça va en haut, et à droite et à gauche, c'est croisé, c'est comme une pellicule photo, donc à l'arrière de mon cerveau. Est-ce que si je ferme les yeux, et que j'imagine ma grand-mère, est-ce que cette région du cerveau s'active aussi ? Alors, c'était une question scientifique qui était très, très débattue. Et la réponse, vous allez voir, c'est que, eh bien oui, cette région du cerveau est aussi impliquée dans l'imagerie mentale. Alors, l'expérience qui a été faite avec une de mes étudiantes, Isabelle Klein, consiste à faire ceci. On va prendre une série d'objets, qui sont ici des animaux, et au temps 0, la personne est dans le noir, on lui demande d'imaginer un chat. Et elle a 8 secondes pour imaginer ce chat.
Après 8 secondes, on lui demande d'arrêter, et 14 secondes plus tard, on va lui poser une question. Est-ce que le chat a les oreilles pointues? Et le but du jeu, c'est qu'il faut imaginer les oreilles du chat pour deviner que le chat a les oreilles pointues. C'est pas est-ce que le chat a 4 pattes, hein, c'est plus subtil. Bon. Et puis on a voulu voir si, dans un autre cas, ici, où on demande à nouveau de voir un chat, est-ce que le chat est affectueux? Et là, a priori, pour dire que le chat est affectueux, on n'a pas besoin de voir le chat. Et qu'est-ce qu'on a observé? À la fois quelque chose qui nous a fait très plaisir et quelque chose qui nous a fait moins plaisir. Ce qui nous a fait très plaisir, donc ça c'est une coupe du cerveau qui passe par le milieu. L'avant est là, l'arrière est là. Donc ici c'est la région qui sert à voir la réalité. Eh bien quand on voit l'image du chat dans sa tête, on active également cette région-là. Donc vous voyez, c'était la première démonstration claire que l'imagerie mentale utilise au moins en partie le réseau utilisé dans la vision réelle. Alors là, on a été un peu moins heureux, mais j'ai supprimé la courbe, c'est que il n'y a pas de différence entre les deux. Autrement dit, quand on regarde si les oreilles du chat sont pointues dans sa tête, on active plus son cerveau que si on voit un chat, globalement. Bon, ça, pourquoi pas. Par contre, si on veut voir, si on veut dire que le chat est affectueux, on utilise également cette région du cerveau. Alors là, c'est pas du tout ce que la théorie prévoyait, et bon, il semblerait que certains de nos volontaires nous ont dit, mais pour dire que le chat est affectueux, j'ai regardé les yeux, par exemple, ou je sais pas quoi, enfin bon, donc voilà peut-être pourquoi on a cette activation. Tout ça pour vous dire qu'une expérience n'est jamais parfaite, il y a toujours des petits problèmes. Alors donc, cette région visuelle, elle sert à voir le monde réel, elle sert à voir le monde imaginaire, et on peut imaginer aussi que il peut y avoir des collisions entre ces deux, donc les mêmes neurones, les mêmes régions, les mêmes neurones on n'a pas encore prouvé, mais les mêmes régions cérébrales voient deux mondes qui sont en parallèle, et on peut effectivement comprendre peut-être pourquoi on voit tous des choses différentes. En permanence, on va superposer la vision du monde réel et nos simulations, nos fantasmes, nos images mentales, et faire la part des choses. Donc on n'est pas très fiable. Autre expérience extrêmement intéressante qui a été faite par un de mes amis japonais, Sadato, a consisté à regarder ce qui se passait chez des aveugles de naissance. Donc des gens qui, a priori, n'utilisent pas leur cortex visuel puisque depuis la naissance, ils ne peuvent pas voir. Et il les a fait lire du braille et s'est aperçu qu'en lisant du braille avec le doigt, il y avait une activation des régions visuelles. Donc c'est tout à fait intéressant. On pourrait interpréter ces résultats en disant que le cerveau, il se débrouille bien, puisque quand une région ne sert plus à rien, il l'utilise pour autre chose. C'est ce qui a été dit en fait. Mon interprétation est différente. C'est que la région visuelle sait faire autre chose, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Alors, on va changer de sujet et on va passer à la motricité. Vous savez peut-être que sur le cerveau, on a une organisation aussi dans l'espace des parties du corps. Donc si je regarde ce qui se passe de l'intérieur ici, d'un des hémisphères jusqu'en périphérie, bon, déjà tout ce qui est à gauche commande la motricité de la partie droite du corps et vice versa. Vous voyez donc le pied a une toute petite région cérébrale, c'est pour ça qu'on ne joue pas du piano avec les pieds. Et puis, vous avez ici une grande surface cérébrale pour la main. C'est pour ça qu'on peut écrire avec la main. Chez les chimpanzés, c'est l'inverse. Et puis, vous avez une grande surface cérébrale qui est impliquée dans la motricité de toute la face, de tous les muscles de la face, pour parler, pour manger, et puis la langue. Vous voyez, donc il y a une disproportion, et c'est ce qu'on a appelé l'homonculus. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à voir en 3 dimensions ce que ça donnerait. Donc en gros, on va faire un bonhomme et on va mettre comme volume quelque chose qui est linéaire, qui est proportionnel à ce qu'il y a sur le cerveau. Et c'est exposé au British Museum, ça donne ça. Vous voyez donc, on voit tout de suite les régions qui sont importantes chez l'homme et celles qui le sont moins. Voilà. Alors, dans ces expériences il y a 10 ans, qui servaient à montrer un petit peu ce qui se passe, eh bien, très simple, on a quelqu'un qui est allongé dans l'aimant, et on va lui demander de simplement de faire ça, pendant 30 secondes, puis il arrête, puis il recommence, puis il arrête, etc. Et ce qu'on a fait ici, c'est une image qui est un petit peu décalée, donc il coupe comme ceci, vous voyez, qui passe par la région qui commande la main. Et on va demander à un ordinateur de nous sortir dans cette image tous les points où le débit sanguin a changé en phase avec les mouvements des doigts. Et il nous trouve cette région-là, qui est la région, effectivement, de commande de la main. Bon, sur le plan scientifique,
Sur le plan neurologique, c'est pas génial, parce qu'on sait très bien que c'est là que ça se passe, mais c'était la première fois quand même que simplement de bouger les doigts, ça suffisait à faire des images du fonctionnement cérébral. Mais on a fait beaucoup mieux. Voilà la même coupe, ici,